placés sur la grille et tous les joueurs continuaient avec le tirage suivant. C'était une bataille purement intellectuelle, une guerre de neurones. Le château s'avéra être la salle polyvalente d'un manoir reconverti en centre culturel. L'ambiance n'était pas celle d'une aimable compétition de salon. Le silence était monacal, uniquement troublé par le cliquetis des lettres sur les chevalets et les murmures graves des joueurs annonçant leur score. Les furieux de Sylvain étaient des hommes et des femmes de tous âges, mais ils partageaient tous un regard d'une concentration quasi psychotique. Un jour, après une énième humiliation au bureau, Sylvain, dans un élan de générosité ou de masochisme, invita ses collègues à une soirée spéciale. Mes amis, avec mes furieux du club de Scrabble, j'ai organisé une soirée au château, puis après, on va dîner. Il y a le bus qui nous attend en bas. Il reste de la place, si ça vous dit. Chapitre 6. Sylvain et les furieux du Scrabble. Si Jean-Claude et Hervé trouvaient un exutoire à leur frustration dans des guerres de couloirs, Sylvain Muller, le comptable, avait un sanctuaire bien plus étrange. Le club de Scrabble. Loin d'être le havre de paix pour retraités que l'on pourrait imaginer, le club de Sylvain était un cénacle d'individus à l'intensité redoutable, des furieux du dictionnaire. L'invitation fut accueillie par les sarcasmes habituels. « Ouais, c'est ça, ouais, être qu'on va partir avec tes mamies binoclardes aussi », railla Jean-Claude. Mais la curiosité et la perspective d'un repas gratuit l'emportèrent. Jean-Claude et Hervé, ainsi que Fred, acceptèrent de se joindre à l'expédition. La guerre n'avait rien à voir avec des boîtes aux lettres souillées ou un ascenseur bloqué. C'était un exercice de cohésion d'équipe pour des hommes émotionnellement atrophiés. C'était la seule façon pour eux de faire l'expérience de la fraternité, en s'unissant dans une rage partagée, impuissante et dirigée contre un ennemi sans importance. La guerre était leur plus belle réussite collective. Cette union soudaine contre un ennemi commun était révélatrice. Ces hommes qui passaient leur journée à se poignarder dans le dos pour un café gratuit ou le contrôle d'un mur trouvaient dans cette guerre picrocholine un rare moment de camaraderie. La hiérarchie stricte de l'entreprise interdisait toute confrontation directe avec les supérieurs. Leur agressivité, frustrée et sans exutoire, avait besoin d'une cible. Chénégic devint cette cible. De retour à leur base, haletants mais victorieux, Jean-Claude et Hervé débriefèrent la mission. « Oh, ce qu'on leur a mis dans la gueule! » L'opération Tempête dans leur gueule était lancée. Armés d'un marqueur indélébile et d'un stylo-plume Waterman, les trois compères montèrent à l'étage supérieur, le cœur battant d'une excitation guerrière. La bataille qui s'ensuivit fut rapide, confuse et absolument ridicule. Des jets d'encre, des insultes chuchotées, une course-poursuite dans les couloirs qui se termina par la perte de Sylvain, abandonné derrière une plante verte. Le conseil de guerre se tint près de la machine à café. Jean-Claude, Hervé et Sylvain, les trois maréchaux d'une armée fantoche. Jean-Claude, se voyant déjà en général Patton, exposa son plan d'attaque. Sa perception de lui-même comme un guerrier, un puncher, se traduisait par une stratégie d'une brutalité simpliste. Il se voyait déjà monter à l'offensive, saper le moral de l'ennemi avec des techniques dignes d'une cour de récréation. Mais c'est Jean-Claude qui eut l'idée de l'arsenal. Prends le gros feutre, ça fait une bombinette, d'accord. Et puis, moi, je vais leur lancer de l'encre avec mon stylo-plume. Hervé, plus tacticien, proposa une guerre psychologique. On leur fait les poubelles avec la langue, à l'autre. On regarde plus dans la gueule. Moi, je suis plutôt cachère en coup de boule, plastronna-t-il. Sylvain, qui passait par là, tenta une approche diplomatique. Ah ouais, sois pas puéril, Jean-Claude. Faut qu'on apprenne à cohabiter en intelligence. C'est normal, hein, renchérit Hervé. Merde, tu leur copes l'eau toute la journée. Évidemment, ils se vengent. Il faisait référence à un incident de plomberie de la semaine précédente, dont leur entreprise n'était absolument pas responsable, mais qu'il était pratique de s'approprier pour justifier l'escalade. Sa tentative fut balayée par une nouvelle atrocité. L'ascenseur était bloqué, coincé entre deux étages. Et qui était le dernier à l'avoir utilisé? Un employé de Chénégic, bien sûr. C'était le casu belli. Je m'en vais leur déclencher l'opération Tempête dans leur gueule, tu vas voir, gronda Jean-Claude, dont le vocabulaire s'inspirait davantage des films d'action des années 80 que des manuels de gestion de conflits. Chapitre 5. Opération Tempête du désert dans les boîtes aux lettres. La guerre fut déclarée un mardi matin. La cause, comme toujours, était d'une futilité confondante. Les boîtes aux lettres de l'entreprise, situées dans le hall d'entrée, avaient été souillées. Une substance non identifiée, mais universellement qualifiée de merde, recouvrait les façades métalliques. « C'est signé Chénégic »,
J'en mettrais ma main au feu, s'écria Jean-Claude, le visage congestionné par l'indignation. Chénégic était la société qui occupait l'étage du dessus. Une entreprise de produits chimiques dont les employés, selon la mythologie développée par Jean-Claude et ses acolytes, étaient des barbares sans foi ni loi. Parteduga, guerres picrojolines. Les escarmouches verbales et les conflits de territoire de la première partie, aussi mesquins fussent-ils, n'étaient qu'un échauffement. L'énergie frustrée et l'agressivité latente des employés, ne trouvant jamais d'exutoire légitime au sein de la hiérarchie rigide de l'entreprise, allaient bientôt déborder. Les petites querelles intestines se muèrent en une guerre organisée, une croisade pathétique contre un ennemi extérieur. Le lendemain, Jean-Claude arriva au bureau avec un dictionnaire acheté d'occasion. « J'ai décidé d'apprendre des mots », annonça-t-il à qui voulait l'entendre. « Chaque semaine, je prends une lettre, par exemple le A, et puis, dans 25 semaines, il y aura un autre Jean-Claude dans la famille. » Ces batailles, dignes de celles que Rabelais décrivait entre les royaumes de Picrochole et de Grand Gousier, étaient le reflet parfait du chaos intérieur de leurs protagonistes. Cet épisode fut une révélation. Jean-Claude comprit que l'intelligence n'était pas une question de compréhension profonde, mais de performance. Il ne s'agissait pas de savoir, mais de donner l'impression de savoir. Le DRH n'utilisait pas un langage complexe pour être plus clair, mais pour asseoir sa domination. La connaissance était une arme de stratification sociale. Sa quête du savoir n'était pas motivée par une soif d'apprendre, mais par un désir d'acquérir des munitions pour les batailles sociales à venir. Chaque mot nouveau était une cartouche dans le chargeur de son ego. Le Cambrian n'était que le début de son réarmement intellectuel. Ossignac marqua une pause, décontenancé. « Quoi? Alors là, vous ne me pâtez guère, Jean-Claude. » Il secoua la tête, exaspéré. « Je vous parle suivi professionnel. Vous me répondez cordonnerie. Excusez-moi, mais vous êtes complètement ubuesque. »« Sylvain, dictionnaire, ubuesque !» lança Jean-Claude en passant devant le bureau du comptable. « Oui, mais il n'empêche que j'ai brisé mon cambrion, » répondit-il, du tac au tac. « Jean-Claude, vous tombez bien? » Enfin, façon de parler, commença Ossignac. « J'ai lu votre compte-rendu. L'ineptie le dispute à la vacuité absolue. Vous maniez barbarisme et néologisme avec un manque de vergogne confondant. » Un autre jour, Jean-Claude se serait senti écrasé, humilié par cette avalanche de mots de plus de 3 syllabes. Mais aujourd'hui, il était un homme nouveau, un homme qui connaissait le mot Cambrian. Cette victoire, aussi mineure soit-elle, transforma Jean-Claude. Il fut saisi par une ivresse du savoir. Il venait de découvrir que la connaissance, même la plus inutile, était une arme. Dans la culture française, où la maîtrise de la langue et l'étalage de la culture sont des marqueurs sociaux puissants, connaître un mot que les autres ignorent confère un pouvoir immédiat. Peu de temps après, Jean-Claude croisa M. Ossignac, le directeur des ressources humaines, un homme qui maniait le verbe avec une préciosité exaspérante. « Tu nous as pas habitués à ça, tu comprends? » ajouta Hervé. Hervé et Sylvain, penauds, durent concéder leur défaite. « Ah, toutes nos excuses, ça va. »« Alors? Mais alors, on fait moins les malins, là, hein? » jubilotait. Un instant de grâce. Le visage de Jean-Claude s'illumina. Il venait de remporter une victoire intellectuelle, une chose si rare dans sa vie qu'elle en avait le goût sucré de la vengeance. Finalement, Sylvain, l'homme des procédures et de la vérification, se leva et se dirigea vers son bureau. Il revint quelques minutes plus tard, un grand dictionnaire à la main. Le silence se fit, solennel. Sylvain feuilleta les pages avec la lenteur d'un juge rendant son verdict. Jean-Claude avait raison. C-A-M-E-T. Cambrian. Nom masculin. Pièce de métal ou de bois cambré, unissant le talon à la semelle d'une chaussure. La discussion qui s'ensuivit fut un monument à l'ignorance partagée. D'autres mots furent proposés, tout aussi improbables. Pétounouk, Grabazu, rien n'y fit. Jean-Claude tenait bon. L'humiliation. Toujours l'humiliation. Jean-Claude sentit le rouge lui monter aux joues. Il était persuadé de l'existence de ce mot, l'ayant entendu une fois dans un documentaire sur la fabrication de chaussures, regardé d'un œil distrait en attendant le match de foot. « Vous savez pas ce que ça veut dire, Cambrian » insista-t-il. « Non, ça c'est que du baragouinage. »« Tu ne connaissais pas, là, toi » lança Hervé, goguenard. « Ah non, mais, tu sais, je ne parle pas couramment le convenant. » « Le cambrion, répéta Jean-Claude avec assurance. « De ma chaussure, sûr, quoi. »« Le quoi » demanda Sylvain. Un silence perplexe s'installa autour de la machine à café. Hervé et Sylvain, le comptable timide et méticuleux, le dévisagèrent. Chapitre 4. Le cambrion et l'ivresse du savoir.
La vie de bureau est une succession de microdrames